suite de l'attaque terroriste d'hier en Cisjordanie, une des deux victimes est décédée de ses blessures. Son identité a été révélée. Il s'agit d'une jeune femme de 23 ans prénommée Shlomit Kriegsmann. Trafic paralysé, routes bloquées, la France tourne au ralenti ce matin. Plus de 5 millions d'agents de la fonction publique sont appelés à faire grève. Enseignants et chauffeurs de taxi sont également mobilisés. Le président iranien poursuit sa première visite officielle en Europe en participant à un forum économique. Hassan Rouhani se rendra également au Vatican et est attendu dès demain en France, à Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal pour une demi-heure d'infos en direct sur I24 News. La liste des victimes du terrorisme s'allonge ce matin. Shlomit Kriegsmann, blessé hier dans une attaque au couteau près de l'implantation de Beit Horon en Cisjordanie, est décédé de ses blessures à l'hôpital. Une autre personne avait été touchée dans cet attentat. Océane Nicole. C'était la troisième attaque consécutive dans une localité israélienne de Cisjordanie. Une attaque meurtrière. Shlomit Kriegsmann, une des victimes poignardées, a succombé à ses blessures ce mardi. Elle avait 23 ans. Il est 17h ce lundi dans la localité de Beit Horon, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Deux Palestiniens entrent et poignardent une femme de 60 ans devant la supérette du village. La victime, grièvement blessée, est transportée à l'hôpital de Jérusalem. Sur ces images provenant d'une caméra de vidéosurveillance, deux clients se réfugient en courant dans l'épicerie. Les deux assaillants surgissent mais sont bloqués à l'entrée par un homme qui utilise un simple caddie comme bouclier. Dans leur fuite, les terroristes s'en prennent à Shlomit Kriegsmann et la poignardent de plusieurs coups de couteau. C'est finalement l'officier de sécurité de Beit Horon qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les deux assaillants sont abattus en tentant de s'échapper. Ils seraient tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Et je vous propose à présent de faire le point depuis l'hôpital où la victime avait été transférée avec Daniel Haïk. Shlomit Kriegsmann avait 23 ans. Elle était responsable d'un mouvement de jeunesse dans la localité de Beit Horon où s'est produit l'attentat d'hier. Elle a été grièvement blessée par des coups de couteau donnés par un terroriste, un des deux terroristes abattus par les forces de sécurité israéliennes hier. Son état s'est rapidement dégradé. Elle a été transportée ici à l'hôpital Hadassah du Mont Scopus. Les médecins ont tout fait pour la sauver. Son état ne s'est pas stabilisé ce matin. Elle a donc succombé à ses blessures. Il faut noter qu'il y a une seconde blessée qui est dans un état sérieux dans un autre hôpital de Jérusalem. Les forces de sécurité étudient ce développement intervenu hier avec un troisième attentat dans une localité juive de Judée et Samarie. 3 attentats en 10 jours avec à nouveau une forme d'audace de la part de ces terroristes qui pénètrent à l'intérieur de ces localités de Judée et Samarie, des localités même dans le cas précis de Beit Horon qui ont été sécurisées. Alors les forces de sécurité tentent de trouver une parade à ce nouveau type d'attentat et au fait également que les terroristes transportaient des bombes artisanales qu'ils avaient confectionnées tout simplement en s'inspirant sur Internet et donc les forces de sécurité tentent de trouver cette parade pour essayer d'enrayer ce phénomène, ce nouveau développement qui pourrait marquer un tournant dans cette intifada des couteaux. Et dans ce contexte, sachez que la France tente d'organiser une rencontre à Paris entre Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas dans le cadre d'une conférence régionale. Edouard Ben Sapir, bonjour. De quoi s'agit-il exactement? Quel est le but de cette manœuvre? Pour l'instant, il faut être prudent. Hein. Rien d'officiel sur cette conférence régionale sur la sécurité que la France envisagerait d'organiser. Conférence régionale, donc pas uniquement avec les Israéliens et les Palestiniens, sur la sécurité, donc pas forcément sur une éventuelle relance du processus de paix israélo-palestinien. Vous savez que la France entend être un petit peu en première ligne dans le combat contre le Daesh notamment. Donc il s'agit pour Paris de mobiliser la plupart des acteurs régionaux, des acteurs moyen-orientaux pour mettre tout le monde autour d'une table et réfléchir ensemble aux moyens de coordonner les efforts de la lutte contre le terrorisme notamment. Mais bien évidemment, parmi les personnes conviées, il y a d'un côté Benyamin Netanyahou et de l'autre Mahmoud Abbas, les Français, François Hollande, Laurent Fabius, son ministre des Affaires étrangères, feront tout pour que les deux hommes puissent tenter d'envisager ensemble les modalités d'un retour à la table des négociations. Pour l'instant, on en est très loin. On est dans une période, vous l'avez noté tout à l'heure, de violence anti-israélienne, ce qui n'incite pas, bien évidemment, les Israéliens à vouloir reprendre langue avec les Palestiniens. La France qui avait déjà par le passé essayé à maintes reprises justement de relancer ce processus. Merci beaucoup, Dror, pour cette analyse. La Grèce s'est trouvée sous la pression de ses partenaires de l'Union européenne réunis à Amsterdam pour mieux contrôler sa frontière avec la
la Turquie. Selon Europol, l'État islamique utiliserait ce flot de migrants pour s'infiltrer en Europe et perpétrer ainsi de nouvelles attaques. Joseph Emmanuel. L'Europe, cible prioritaire de l'État islamique, c'est ce que révèle un rapport d'Europol. Réunis à Amsterdam, les ministres européens se préparent donc à de nouvelles attaques. Londres, d'après la dernière vidéo de Daesh, pourrait être visée, mais cette réunion est tout de même l'occasion de lancer le Centre européen de contre-terrorisme. Nous publions un rapport sur la façon dont l'autoproclamé État islamique a développé une nouvelle capacité de combat pour mener des attentats à échelle mondiale, avec un ciblage particulier de l'Europe. Terrorisme et effondrement de l'espace Schengen sont les deux menaces qui inquiètent les chancelleries européennes. Également à l'ordre du jour, les frontières européennes. Je crois qu'il est clair qu'il est impossible de gérer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire la frontière gréco-turque. Si l'on ne fait rien, la frontière extérieure de Schengen se déplacera vers l'Europe centrale. Sauver Schengen, telle est désormais la préoccupation de nombreux pays européens, alors que certains ont déjà renforcé le contrôle de leurs frontières, à l'image de l'Autriche, de l'Allemagne ou encore du Danemark. Plus d'1 million de réfugiés et de migrants ont bravé les mers en 2015. 4000 sont morts noyés. Ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. De son côté, le Danemark entérine aujourd'hui sa réforme controversée du droit des étrangers. Celle-ci vise à décourager les candidats à l'asile de tenter leur chance dans le pays scandinave au prix d'entorses aux conventions internationales. Journée tendue dans le secteur public et privé en France. Les fonctionnaires sont appelés à faire grève et manifester pour une hausse de leur pouvoir d'achat. En parallèle, des enseignants et des chauffeurs de taxi, d'importantes perturbations sont attendues. Océane Nicole. Écoles fermées, taxis introuvables et avions annulés. La France tourne au ralenti ce mardi. Plusieurs syndicats ont appelé à manifester. Des perturbations sont attendues dans tous les secteurs, privés et publics. Près de 6 millions d'agents de la fonction publique sont attendus dans les rues. Une centaine de manifestations sont prévues dans la capitale. Ils réclament une hausse de leur pouvoir d'achat. Collèges et lycées restent pour la plupart fermés ce mardi. Plus de 2 millions d'enseignants vont manifester. Leurs revendications, la réforme des collèges et la suppression d'une partie des classes bilingues. Les professeurs du primaire réclament quant à eux une augmentation de leur salaire. Les contrôleurs aériens déserteront eux aussi les aéroports. 20% des vols devraient être annulés. Les syndicats refusent d'être soumis au nouveau système de primes, un système qui, selon eux, affecte leur pouvoir d'achat. Perturbations aussi dans les rues, les taxis protestent contre la concurrence et les dérives des VTC. Une grève qui risque d'être fortement suivie. En juin 2015, le précédent mouvement avait entraîné des violences. Seule surprise, les transports publics ne sont eux pas appelés à se joindre à cette grève nationale. Et on retrouve en direct de la Porte Maillot à Paris, Olivier Lerner. Bonjour Olivier. Alors l'opération escargot des taxis a débuté ce matin. Ah oui, ici Porte Maillot, je suis en ligne directe face aux taxis les plus durs. C'est la DER, vient de me confier un chauffeur de taxi. Nous sommes exactement à 500 mètres de l'Étoile, à 2 km de la Défense. La Porte Maillot est totalement paralysée. Et c'est sur le périphérique intérieur comme extérieur d'ailleurs que les opérations se déroulent actuellement. Les chauffeurs de taxi, donc certains sont très énervés, voire violents, ont jeté de la passerelle de la Porte Maillot, ont jeté des pneus sur le périphérique. Le feu a été mis à ces pneus. Les pompiers sont intervenus, les forces de l'ordre également. Plusieurs arrestations ont eu lieu. On sent véritablement une extrême tension. On se demande effectivement comment les choses vont évoluer. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va durer. Les chauffeurs de taxi ne sont pas là pour 1 heure ou 2. Ils vont sans doute attendre la réaction de Bercy. Tous les regards sont tournés vers le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui lui aussi va passer un mardi noir aujourd'hui. Alors pourquoi fonctionnaires, enseignants et chauffeurs de taxi ont-ils décidé de manifester le même jour? Quel est le point commun? Ça, c'est un peu le hasard du calendrier, mais il y a une exaspération dans différentes couches sociales, dans différentes professions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on bat un certain nombre de records en matière de grève et de manifestations. Il y en a 5. Il y a donc les taxis contre la concurrence des VTC. Il y a les contrôleurs aériens. Il y a les personnels des hôpitaux de Paris. Il y a des enseignants donc dans l'éducation qui protestent contre la réforme des collèges.
Et puis il y a les fonctionnaires, effectivement, des services publics. Et enfin, pour couronner le tout, eh bien, ceux qui soutiennent le peuple tunisien se sont donné rendez-vous ce soir à 18h30. Un dernier rassemblement de solidarité qui connaîtra lui aussi peut-être un franc succès. En tout cas, la France est un beau pays, mais nous sommes des rois de la manif et des grèves. Paris donc qui tourne au ralenti ce matin. Merci Olivier Lerner en direct de la Porte Maillot. On reste en France avec la suite de la visite du chef de l'opposition israélienne, Yitzhak Herzog. La mairie de Paris a organisé à cette occasion une cérémonie d'hommage pour l'anniversaire de la mort de Yitzhak Rabin, célébrée, je vous le rappelle, en novembre dernier dans l'État hébreu. Participation de Manuel Valls, bien sûr, qui a une fois de plus plaidé contre l'antisémitisme. Julien Baloul. Cérémonie d'hommage à Yitzhak Rabin à Paris. 20 ans après l'assassinat de l'ancien Premier ministre, le chef de l'opposition israélienne était l'invité d'honneur d'une cérémonie organisée par la maire de Paris. Également présent, le Premier ministre Manuel Valls adressait un bilan sombre du monde 2 décennies après le meurtre de Rabin, au terme d'une manifestation pour la paix. 20 ans plus tard, notre monde est un monde instable, un monde en guerre, dans lequel le terrorisme, le fanatisme islamiste font des ravages. Et ils tuent parce que c'est la même chose dans les rues de Paris, d'Istanbul, de Bamako ou de Tel Aviv. Quelques jours après l'agression d'un professeur juif à Marseille et alors que le nombre d'actes antisémites est resté au-dessus de la barre des 800 en 2015, le Premier ministre a tenu à rappeler sa fermeté sur le sujet et son amitié envers Israël. Dans ce monde, les Juifs sont encore et toujours pris pour cible, victimes d'un antisémitisme virulent qui se dissimule derrière la haine d'Israël et derrière l'antisionisme. La haine d'Israël, l'antisionisme et l'antisémitisme ne font qu'un. La France mettra toute sa force, pour protéger les Juifs de France, pour faire que les Français juifs qui sont légitimement attachés à la terre d'Israël, comme ils aiment leur pays, la France, regardent toujours la France comme leur mère patrie. Une manière implicite pour lui de demander aux Juifs de ne pas quitter la France. Et puis quelques jours après avoir mis en garde contre la montée de l'antisémitisme en Allemagne, Angela Merkel a inauguré l'exposition L'art de la Shoah au musée d'histoire à Berlin. La collection prêtée par Yad Vashem compte 100 œuvres d'art réalisées entre 1939 et 1945. C'est la première fois qu'elle est exposée à l'étranger. Voilà pour la première partie de cette édition. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez à suivre tout de suite. Barack Obama apporte un soutien timide à Hillary Clinton, candidate pour les primaires démocrates aux États-Unis. Le président américain a tenu à mettre en valeur son expérience et sa capacité à gouverner. Le virus Zika inquiète de plus en plus les pays du continent américain face à cette épidémie soupçonnée de provoquer une malformation congénitale. Plusieurs gouvernements recommandent aux femmes de ne pas tomber enceintes. Et puis 3 mois après le départ de Raf Simons, le défilé Dior Haute Couture a proposé à Paris des silhouettes féminines et décontractées, souhaitant vouloir ainsi définir un nouveau réalisme de la couture. Le président iranien poursuit sa première visite officielle en Europe en participant à un forum économique. Hassan Rouhani va également rencontrer le pape François au Vatican. Une visite qui illustre le retour sur la scène économique internationale de Téhéran. Julia Ganancia. La poignée de main est historique. Pour sa première visite officielle en Europe, Hassan Rouhani a choisi l'Italie avant de s'envoler pour la France mercredi. Au programme, un déjeuner de travail avec son homologue italien, Sergio Mattarella, avant une rencontre et un dîner avec le chef du gouvernement, Matteo Renzi. Nous sommes certains que l'accord sur le nucléaire iranien signé à Vienne sous l'impulsion de plusieurs parties n'est qu'une première étape. Il ne s'agit pas que de l'Iran, mais de toute la région qui va entrer dans une période de paix et de prospérité. Avant l'entrée en vigueur des sanctions, les échanges entre l'Italie et l'Iran s'élevaient à 7 milliards d'euros. L'Italie était alors le premier partenaire économique et commercial de l'Iran. Nous avons bien travaillé avec l'Italie dans de nombreux secteurs et nous devons poursuivre cette coopération afin d'installer une paix durable au Moyen-Orient.
Leurs échanges sont actuellement de quelque 1,6 milliard €, dont 1,2 milliard € d'exportation italienne. Mardi matin, Rouhani doit s'exprimer devant un forum économique Italie-Iran, un rendez-vous très attendu par les industriels transalpins. Mais dans la course au contrat, Airbus a d'ores et déjà été le plus rapide. Le ministre iranien des Transports a annoncé samedi que l'Iran allait acheter 114 avions. Rouhani doit signer cet accord mercredi à Paris. Le coup de pause d'Obama et Hillary Clinton en lice pour lui succéder, le président américain a mis en avant son expérience et sa capacité à gouverner. Julien Balloul, bonjour. Alors, soutien certes, mais ce n'est pas un soutien officiel. C'est un soutien, oui, pas très officiel et surtout à demi-mot du bout des lèvres. Regardez, déjà ça s'est fait dans un journal, ce n'était pas une déclaration télévisée. Il a donné une interview au journal et ces mots, les mots qu'il a choisis sont très légers. Regardez, il parle d'Hillary Clinton et dit sa force, le fait qu'elle a une expérience extraordinaire et qu'elle connaît tous les dossiers par cœur, peut parfois la rendre plus prudente et donner à sa campagne une tonalité plus proche de la prose que de la poésie. Ça fait franchement pas rêver. Je vous ai dit que c'était vraiment un demi-mot. Mais il rajoute, cela signifie aussi qu'elle peut gouverner et être prête dès le premier jour. Voilà un léger soutien. Un soutien timide, hein, on l'a dit. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces propos, Julien ? De plusieurs manières. D'une part, peut-être qu'il y a encore de l'animosité entre les deux. On rappelle que Hillary Clinton, bien qu'elle fût, on le voit sur ses vidéos d'archives, elle fut la secrétaire d'État de Barack Obama lors de son premier mandat. Elle a été aussi la rivale de Barack Obama pour l'investiture démocrate en 2008 lors du premier mandat du président américain. Ils se sont affrontés. D'autre part, on peut penser que Barack Obama se reconnaît plus dans Bernie Sanders, l'outsider de la primaire démocrate, qui est un peu trop à gauche, donc il ne peut pas non plus s'identifier totalement avec lui, mais il peut s'identifier au moins sur un point, sur la sécurité sociale, et d'autre part sur le fait que Barack Obama lui aussi était un outsider en 2008. Il a fini par l'emporter face à Hillary Clinton, et la primaire commence dans l'Iowa, et justement dans l'Iowa, Barack Obama l'avait emporté face à Clinton. On verra ce qu'il en sera pour cette année, Clinton face à Sanders. Et dernier point, c'est pas très classe de la part de Barack Obama, dans le sens où la famille Clinton, Bill Clinton, l'ancien président, s'était largement mobilisé pour l'élection de Obama en 2008 et pour sa réélection en 2012 en faisant beaucoup de meetings. Sans pas se mouiller, le président américain. Merci beaucoup, Julien Balloul, pour cette analyse. La psychose prend de l'ampleur face à la propagation à vitesse grand V du virus Zika, particulièrement dangereux pour les femmes enceintes et leurs fœtus. 21 des 55 pays du continent américain seraient déjà touchés. Joseph Emmanuel. Il s'appelle Aedes aegypti ou Zika et il est responsable d'une psychose dans presque tout le continent américain, un continent dans lequel il se propage à une vitesse anormale. C'est une piqûre de moustique qui le provoque, extrêmement dangereux chez la femme enceinte. Même s'il y avait eu quelques observations au niveau de la Polynésie française, il se trouve que le niveau de proportion qu'on a vu au Brésil est assez inhabituel, ce qui donne l'opportunité d'essayer de comprendre cette nouvelle présentation clinique. Le Brésil fait partie des pays les plus touchés. Des campagnes de sensibilisation sont organisées dans les quartiers les plus pauvres, les fameux favelas. Les conditions sanitaires sont essentielles pour diminuer le nombre de moustiques. Nous essayons de trouver à qui appartient ce baril abandonné, mais personne ne sait vraiment. Les agents sanitaires vont traiter avec un produit pour éliminer les risques, car c'est plein de larves de moustiques ici. On se déguise en moustique pour expliquer aux enfants, mais ce sont les femmes enceintes qui risquent le plus en cas de piqûre. Les scientifiques soupçonnent le virus de provoquer chez le fœtus des microcéphalies, l'enfant naît avec une boîte crânienne bien plus petite que la moyenne. Les États-Unis et d'autres pays ont lancé des avertissements aux femmes enceintes voyageant dans la région. Certains pays, comme la Colombie ou l'Équateur, poussent encore plus loin leurs recommandations. Ils déconseillent tout simplement aux femmes de tomber enceintes. Une idée qui pourrait être prochainement reprise par le Brésil. Le pays s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques d'été et en l'absence de traitement curatif, sa ligne officielle est pour l'heure très simple, éviter à tout prix tout contact avec les moustiques. Dans le reste de l'actualité, au moins 26 personnes ont été tuées hier dans un triple attentat suicide sur le marché d'un village de l'extrême nord du Cameroun. L'une des pires attaques frappant cette région, régulièrement attaquée par les islamistes nigérians de Boko Haram. On reste sur le continent africain. Pas de répit dans la crise au Burundi provoquée par le nouveau mandat présidentiel de Pierre Nkurunziza. Une situation qui a provoqué la fuite de la population, principalement vers Kigali, au Rwanda. Reportage. Encore récemment, Mick comptait ouvrir un bar à Bujumbura, la capitale du Burundi. En avril dernier,
Quand le président Pierre Nkurunziza s'est présenté à un 3e mandat, Mick pensait que le mouvement de contestation s'apaiserait rapidement. Mais 9 mois plus tard, le pays est toujours plongé dans la violence. Aujourd'hui, sa vie a basculé. Mick est parti pour le Rwanda, où il tente de refaire sa vie. Chaque jour, ça devenait pire. Donc je ne pouvais pas travailler parce que surtout les bars, c'est le travail du soir. Donc vu qu'il y avait l'insécurité, j'ai dû attendre. J'ai attendu longtemps, mais on n'a jamais pu ouvrir. La plupart des 75 000 réfugiés burundais sont entassés dans des camps. Les plus aisés essayent de reconstruire une vie à Kigali. Mike a réussi à rebondir. Il a réinvesti ses économies dans ce bar-discothèque. J'ai eu un coup de chance d'avoir un endroit, mais c'est dur parce qu'il faut tout changer, il faut tout commencer à zéro. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle ville. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Cet homme a dû fuir la capitale burundaise après avoir participé aux manifestations. Aujourd'hui, il est entassé avec 3 autres réfugiés dans ce 20 mètres carrés, sans un sou. Il souhaite rester anonyme, de peur des représailles sur sa famille. Ici, la ville à Kigali, c'est, vous voyez, quand même, c'est difficile. C'est très difficile de payer de loyer parce que, vous voyez, personne ne travaille ici, nous sommes à 4, et nos économies sont déjà finies. C'est difficile à manger, il y a des fois même on mange une seule fois par jour. On est quoi? On est foutus, on ne voit pas notre avenir. Cet homme pourtant issu de la classe moyenne pourrait aujourd'hui se retrouver dans un camp de réfugiés. Comme lui, des milliers de Burundais attendent en vain la fin du conflit dans leur pays. Face à l'échec des négociations, un sommet des chefs d'État de l'Union africaine se prononcera à la fin du mois sur le déploiement d'une force militaire au Burundi. C'est la Fashion Week à Paris. 3 mois après le départ du directeur artistique Raf Simons, le défilé Dior haute couture orchestré par l'équipe du studio de la maison a proposé des silhouettes féminines et décontractées, définissant ainsi, selon leurs termes, un nouveau réalisme de la couture. Julia Guénancia. Un décor tout en miroir, installé dans le jardin du musée Rodin. À l'intérieur, des silhouettes féminines, décontractées. Les décolletés dénudent les épaules, souvent de façon asymétrique. Des petites robes de soie brodées viennent aguicher un public déjà captivé. D'autres jouent les transparences avec de fines dentelles noires et des volants. Pour la collection Printemps-été 2016, Christian Dior présente une nouvelle femme, urbaine et sensuelle. Fin du défilé, la nouvelle garde vient saluer. Raf Simons n'a toujours pas de successeur. Ce sont donc les stylistes suisses Serge Ruffieux et Lucie Meyer qui ont orchestré cette collection. Et si des noms circulent quant au choix d'un nouveau directeur artistique, le PDG de Dior n'a pas l'air très pressé. Dior est une maison qui est en mouvement permanent. Et d'un créateur à l'autre, on voit même parfois des accélérations. Donc je suis assez confiant sur l'avenir et on verra comment les choix se feront, mais dans un train en marche. Raf Simons avait annoncé en octobre qu'il quittait la direction artistique de Dior, des raisons personnelles et un désir de se concentrer sur sa propre marque. Son départ avait provoqué la surprise dans le monde de la mode. Coup de gueule anti-réseaux sociaux de Werner Herzog. Le réalisateur allemand a fustigé la stupidité, dit-il, de ces outils en présentant son nouveau documentaire sur Internet au festival de Sundance. On l'écoute. Qu'est-ce que vous trouvez d'impressionnant dans ce chiffre de 100 000 tweets? 100 000 fois des stupidités en 140 caractères? Je ne vois pas en quoi c'est phénoménal. Mon réseau social, c'est la table dans ma cuisine. Ma femme et moi, on ne reçoit que 4 invités maximum, parce que la table ne peut accueillir que 6 personnes en tout. Et la conversation autour de la table, c'est ça mon réseau social. Et on va parler à présent de séries télévisées. David Duchovny a reçu une étoile sur Hollywood Boulevard. L'acteur américain qui joue, je vous rappelle, dans la nouvelle série de X-Files, dont la première était diffusée dimanche soir. Écoutez le générique.
Une musique, on l'a reconnue, hein, Virginie Belaïch, bonjour. Alors, est-ce que ça a été un succès, ce grand retour? Oui, le premier épisode de la série tant attendue a réuni environ 14 millions de téléspectateurs devant leur téléviseur. C'est le meilleur score de la saison pour une série cryptée pour la Fox, après Empire qui raconte le monde impitoyable du hip-hop et des labels de musique. Alors, une performance d'autant plus saluée par les fans et par les commentateurs de la télévision aux États-Unis que la diffusion de ce premier épisode a été retardée par la diffusion d'un match juste avant de la NFC Championship Game, et donc ça a un petit peu tardé. Il y a eu environ 1 heure de retard, mais pas de quoi affoler les fans qui étaient devant leurs écrans. 23 ans après ses débuts, Fox Mulder et Dana Scully ont donc repris du service. Ils ont pris un petit coup de vieux, oui, mais comme nous tous. Mitch Pileggi, l'interprète du directeur adjoint du FBI Walter Skinner, est aussi là. Il fait également son grand retour. Quant au mythique homme à la cigarette interprété par William B. Davis, on ne sait pas encore s'il est au casting de ces 6 épisodes. La vérité est toujours ailleurs. En 2016, 23 ans après les débuts de cette série qui compte des millions de fans de par le monde. Un plébiscite donc pour cette toute nouvelle saison que l'on ne va pas tarder à télécharger sur les plateformes légales. Merci beaucoup Virginie Belaïch. C'est la fin de cette édition. Prochain journal, c'est dans quelques instants.